Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Univers de la danse. Collection dirigée par Anne-Marie Green. La danse est un domaine de la culture qui a considérablement marqué la fin du siècle dernier, tout autant que le début de notre siècle. Il s'agit d'un secteur vivant et dynamique qui provoque interrogation et réflexion. La collection Univers de la danse est créée pour donner la parole à tous ceux qui produisent des études tant d'analyse que de synthèse concernant le domaine de la danse. Elle a pour ambition de permettre, favoriser et provoquer l'échange de la pensée, maintenir en éveil la compréhension de l'ensemble des faits de danse contemporaine ou de danse marquée historiquement. Déjà paru. Virginie Valentin, L'art chorégraphique occidental, une fabrique du féminin 2012. Paul Nibasenkodia, Pour bien entrer dans la danse 2011. Sarah Nouveau, Le corps wigmanien d'après Adieu et merci, 1942, 2011. Kamini Rangadjou, Bharatanatyam, La danse classique du sud de l'Inde 2010. Cécile Jouvel, La danse jazz et ses fondamentaux 2007. Marie-Joëlle Louisonlasssabliere, Feuillet pour Terpsichore 2007. Remerciements. Aux éditions L'Harmattan qui nous ont fait confiance. À Belen Maya, souvenirs précieux en stage et lors de discussions, notamment en dégustant de la cuisine japonaise où il fut question de belle et d'esthétique, d'analyse du mouvement, de la transmission du flamenco. Aux autres maîtres de danse, Javier Latorre, Rafaela Carrasco, Israël Galvan, Mercedes Ruiz, Belen Fernandez, Maria Torres, Carmela Greco, Alfonso Loza et tous les autres. À Judith Cabrera pour ses connaissances et son amitié. À Juliette Veza pour sa relecture attentive et critique. À Jean-Pascal Goutapfel pour son indéfectible soutien. Prologue et mode d'emploi. Tienes que, durante mucho tiempo, la legitimación del conocimiento el capital cultural del flamenco, parecía medirse por la exhibición pública de cuanta más experiencias personal o chascarrillo, ciertos o conjeturados, mejor. Era más válido entonces quien había tomado más café con camarón, no quien mejor conocía la regla del método científico. Cristina Cruces Roldán. Le bon grain de livret. Le projet de ce livre est né d'une raison simple, à vrai dire un manque. Rien n'a été écrit à ce jour sur la danse flamenca en tant qu'acte gestuel et chorégraphique. De nombreux ouvrages approfondissent les questions historiques, ethnologiques ou musicologiques au sujet du flamenco, mais aucun ne procède véritablement d'une démarche déconstructive du mouvement et de l'écriture chorégraphique. Aucun ne s'est consacré spécifiquement au bel dans sa complexité. Une autre raison est liée à la question des représentations. Un a priori fait obstacle à une compréhension exhaustive. Comment analyser une danse dont le caractère est brut, foncièrement viscéral, relevant d'une complexité se donnant en son entier? L'intention de cet ouvrage est de se focaliser sur le caractère savant de cette danse, et donc de participer d'un au-delà de cet apparent obstacle phénoménologique. Avant toute autre considération, nous nous devons de rappeler que le flamenco est un genre musical à part entière, au même titre que le jazz. Il possède des structures et des codes qui lui sont propres. Il ne s'agit pas de répéter des motifs définissant un style, mais bien d'un ensemble avec une cohérence dont l'appréhension intellectuelle est du domaine de l'érudition, de l'analyse. Si l'on y ajoute la danse et son interface scénique, le flamenco constitue un art du spectacle, un art vivant, un univers culturel qui n'a eu de cesse de se nourrir de ce qui lui est non seulement proche, mais aussi lointain. Cet art, fondamentalement populaire, semble s'imposer de nos jours sur la scène internationale, selon une exposition bien différente de celle d'un passé récent. Le flamenco contemporain est devenu incontournable, émergence d'un mouvement de fond, d'une indéniable mutation. Nous assistons à un épanchement capable de transcender les malentendus parfois synonymes de repli sur soi. Depuis trop longtemps, une certaine culture de la feria véhicule une image déformée des plus mensongères. Un art se voit réduit et assimilé à un imaginaire kitsch de cartes postales de bien mauvais aloi, où le populaire verse dans le grotesque et oublie sa noblesse. Le flamenco continue de résister à ces attaques esthétiques, pour continuer sa route comme toute forme artistique et créer son chemin creuset d'une élite.
Israël Galvan apparaît comme le parangon de la culture populaire. Un Sévillan du quartier de Triana, qui reçoit le flamenco dans le cadre de la famille. Pas de conservatoire ni d'études supérieures. Un autodidacte des idées. Et pourtant, il met en scène au commencement du siècle la métamorphose de Franz Kafka. Israël entre en contact avec le romancier de Prague, non pas chez un libraire ou un bouquiniste, mais dans un petit magasin où l'on vend tout et n'importe quoi. Il ne connaît pas FK. Il achète le livre en pensant qu'il a entre les mains un ouvrage de science-fiction. Anecdote édifiante, n'est-ce pas? Quelques années passent et la consécration est internationale. Les créations du danseur-chorégraphe passent dans les plus grands théâtres, touchent et investissent le milieu de la danse contemporaine, et tous les mondes de l'art en général. Nombre d'universitaires et d'intellectuels tombent en pâmoison, éblouis tels Georges Didier Huberman dont le danseur des solitudes pourrait apparaître comme la pierre angulaire d'un renouvellement du regard. Voilà pour le petit gars de Séville. Dans d'autres lieux, nombre d'institutions françaises, la danse flamenca est bien vite classée comme danse du monde, avec le caractère péjoratif qu'une telle appellation peut avoir. Les attitudes flamenco à la Esmeralda ou à la Carmen ne sont pas loin, au détour du bois, prêtes à se mettre au centre et ainsi participer d'une représentation chamarrée et touristique. Ces caricatures sont engendrées par une méconnaissance qui continue pourtant de se justifier et de défendre ses valeurs en carton-pâte. Le vieil adage reste d'actualité, l'arbre continue de cacher la forêt. Mais le flamenco contemporain est déjà là, il se manifeste et montre du doigt le passé et les possibilités de création que peut offrir une avant-garde. Et les frontières se font évanescentes. L'identité n'est déjà plus ce que l'on croit. La maîtrise du mouvement. La danse flamenca comme art du mouvement? L'ouvrage que vous tenez dans les mains se veut être un précis de danse et même, nous l'espérons, un livre ressource. Il s'adresse aux amateurs désireux d'approfondir leur connaissance du flamenco, mais également aux professionnels de la danse qu'ils soient artistes ou professeurs. Un précis donc, où les préoccupations esthétiques se construisent à l'aune des techniques identifiées. Des constructions de formes et de traits saillants comme autant d'éléments constitutifs de courants, de styles et de touches. Nous avons choisi d'utiliser la théorie du mouvement appliquée à la danse de Rudolf von Laban, 1879 à 1958, qui définit tout mouvement à partir de 4 fondamentaux: l'espace, le temps, le flux et le poids. Ces notions fondamentales doivent être considérées en termes de rapport, tout geste représentant un rapport simultané à ces 4 fondamentaux. Toujours soucieux d'une analyse avec un ancrage plus marqué dans l'objectivité, nous effectuons par ailleurs une analyse des mobilisations corporelles afin de décrire ce qui se danse, et donc la manière dont le médium corps est sollicité, engagé, invoqué parfois. Ces grilles d'analyse dynamique permettent de définir, en les distinguant, des styles gestuels selon les manières différenciées de lier et de pondérer les fondamentaux, et également à travers les mobilisations spécifiques de l'anatomie humaine. Ces analyses qui placent donc au centre le mouvement lui-même, posent d'emblée une question essentielle: existe-t-il un seul et unique bel flamenco? Et en cascade, comment peut-on différencier par exemple Manuela Carrasco de Mathilde Corral? Est-il légitime d'affirmer que Farruquito et Israël Galvan pratiquent tous deux le flamenco? Un flamenco ou leur flamenco? Etc. Nous proposons au lecteur un voyage au cœur de cette danse aux sources pluriséculaires, où vont se mêler des histoires, celles d'une terre, d'un peuple, d'un art en perpétuelle transformation jusqu'au rivage du temps présent. Les premiers chapitres vont consister en aperçus historiques. Le territoire andalou s'origine dans une histoire antique. Son identité plurielle se construit à travers les siècles. À l'Andalous résultent de nombreuses influences. L'installation progressive des communautés gitanes doit s'envisager selon ce cadre historique territorial riche et multiple. Étudier le flamenco nécessite de garder à l'esprit des éléments incontournables d'une histoire culturelle. Néanmoins, notre entreprise, du moins dans ses aspects historiques, n'ambitionne pas une exhaustivité. La compréhension du bel flamenco, cette danse flamenca, nécessite un regard raisonné sur les composantes génériques du flamenco, notamment dans ses dimensions musicales, et en particulier sur la danse et ses techniques, corporelles et percussives. L'étude de la danse à travers des analyses du mouvement,
spécificité de cet ouvrage, nécessite une partie théorique présentant les outils conceptuels qui seront à l'œuvre. Les déconstructions vont mettre en évidence et en perspective des esthétiques se définissant par des corporéités différenciées. Elles constituent le cœur de notre propos et justifient la pertinence de notre démarche. Ainsi, des styles vont être mis en lumière et la contemporanéité émergera à son tour. Au-delà des conceptions entendues et des ignorances érigées en savoir, le flamenco s'impose en tant qu'objet culturel, sujet multiforme nécessitant des regards croisés, des recherches pluridisciplinaires se révélant étrangement complémentaires. Nous avons essayé de construire une progression permettant de saisir l'objet danse flamenca dans son ensemble. Dans une certaine mesure, il est possible de lire chaque partie pour elle-même. Selon ce souci de mettre en place différentes possibilités de lecture, nous avons pris le parti général de rappeler quasi systématiquement la signification des termes techniques espagnols. De toutes les façons, l'astérisque, porté par certains termes indique que ceux-ci sont des entrées du glossaire en fin d'ouvrage. Vous y trouverez une définition succincte. Le lecteur trouvera nombre d'ouvrages en référence au fil du texte, et surtout une bibliographie récapitulative et indicative en fin d'ouvrage. La simple curiosité ou la volonté d'approfondissement tendant vers l'érudition seront l'un et l'autre comblés, des livres en langue française et en langue espagnole. Histoire et flamenco. Entends-tu la note soutenue? Le son qui initie et invite à l'écoute. Éclaircissement de la voix et invocation de l'harmonie. Est-ce Ziryab qui traverse le temps ou Miguel qui se manifeste? L'Andalousie est un territoire historique, et ceci dans toute la profusion de sens que ce qualificatif peut signifier. Lieu de vie et d'investigation, il s'offre et se retire, reste dans l'ombre d'un soleil brûlant. Il est des régions du monde qui cristallisent les problématiques sans vouloir les épuiser, sans s'en laisser compter, et continuant à faire montre de beauté. Andalousie, le mot est efflorescence, peut-être avant toute chose. Ne serait-ce que tenter de penser la terre andalouse, et l'évocation s'immisce à notre insu. Le matériel et l'immatériel se révèlent être consubstantiels, la richesse est partout présente. Un art vivant dont la nature repose sur l'évanescence porte, au même titre qu'un monument, les stigmates du temps. Une pesanteur est transmise. L'essentiel est devant nous, avec ses vies et ses fantômes qui s'invitent et partagent les formes du mouvement. La danse est lieu d'agrégation, lumière et scorie se combattent et non en vain. Repères historiques en terre andalouse. À Rome, Byzance et présence barbare, 1er siècle AV. JC-711 APR. JC. Quelques points historiques où l'on remonte à l'antique, puisque l'on danse depuis toujours semble-t-il. Une esquisse où prédominent les repères nourriciers d'une représentation et d'un imaginaire, celui d'une éternelle Andalousie. Jalon d'une figuration et d'une présence où les traits devenus contemporains dessinent à leur tour. Nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome se déploie et découvre une terre ibère. Une vie est là avec ses expressions bariolées, ses scribes et poètes consciencieux, ses auteurs latins qui sont sous le charme des paysages, des populations et des danseuses aussi. L'Andalousie est donc romaine et elle se nomme bétique. L'espace qui deviendra l'Espagne a été colonisé, mais il n'est pas unifié. Il est rattaché aux trois Gaules, ainsi nommés par Jules César, mais chaque province est administrée différemment. Reste l'idée d'une fin de l'Antiquité où fleurissent les arts et la philosophie, et déjà le goût du chant et du lyrisme a investi les sphères en passe de devenir mémoire. Les reflets d'une histoire de l'imaginaire andalou semblent devenir réalité dans les esprits. Une date 409 après Jésus-Christ, où nos barbares, ces Germains occidentaux, commencèrent à conquérir l'Espagne d'un mouvement migratoire du nord vers le sud. Jusqu'au début du 8e siècle après Jésus-Christ, les pouvoirs politiques se succédèrent, les Alains, les Souèves, les Vandales et les Visigoths. Ces derniers n'accèdent à la domination territoriale qu'en 472. Au-delà des rivalités intestines entre factions rivales, cette présence est le véritable commencement d'une christianisation par le biais de l'arianisme, et dont les pogroms anti-juifs sont un des lamentables aspects. Ils font suite aux Romains dont l'empire est chrétien depuis 392. L'instabilité politique va contribuer à l'occupation de l'Andalousie par les Byzantins, ces chrétiens d'Orient, de 534 à 624 après Jésus-Christ.
Ils vont structurer ce territoire afin qu'il accède à l'indépendance, et ce en renforçant sa position au sein des échanges commerciaux. Une telle configuration permet notamment de mettre en place des communications artistiques et plus largement culturelles avec la péninsule italique, qui est elle-même un carrefour du monde. Les successeurs de Recared, ce roi wisigoth qui devint catholique, reprennent donc en 624 le contrôle presque complet de l'Hispania. On parle du royaume de Tolède 569 à 711, dont la capitale est le lieu de nombreux conciles où il est question de définir les dogmes et contours de la vraie foi. Les Juifs restent une minorité persécutée. Les centres d'enseignement et les bibliothèques fleurissent. On retiendra la figure d'Isidore de Séville qui s'évertue à réunir les savoirs d'Orient et d'Occident. L'Andalousie, en son antiquité tardive, n'est pas un lieu de passage, un simple couloir de terre pour faire aller les troupes en des lieux de bataille. Les populations déjà présentes doivent vivre avec ces autres peuples qui ne transportent pas seulement des marchandises, mais leurs idées et leurs perceptions différenciées du monde, celui dont elles viennent. Les terres andalouses sont ouvertes sur la Méditerranée. Identité, éléments culturels et idéologiques épars sont réunis, parfois selon une logique excluante. Le royaume de Tolède s'effondre devant l'avancée irrésistible des continuateurs de la mission du prophète. Choc des civilisations? B. Al-Andalus, les Omeyyades éclairés 711 APR. JC-1031 APR. JC. Un moment de l'histoire dont tout le monde parle, avec emphase souvent, un support à toutes les réflexions au sujet de la rencontre sous le signe de la Méditerranée. En 711 et 715, les troupes musulmanes venues du Maghreb, pourtant peu nombreuses, conquièrent presque toute cette Hispania. Cette victoire rapide est due à la supériorité tactique des envahisseurs, et surtout à la relative passivité des populations devant ce nouvel occupant, ce nouveau pouvoir politique au sein duquel on conservait ses biens, sa culture et sa religion sous le statut d'édimis. Cette forme d'administration et la répartition des nouveaux conquérants sur le territoire, seulement 5 à 10%, facilitent la cohabitation. Les mariages mixtes sont autorisés par le droit musulman. Les liens du sang participent d'une indéniable cohésion sociale. Seule la ville de Cordoue résista un temps à ce nouveau maître. Les vainqueurs nomment cette Espagne musulmane Al-Andalus, une mosaïque ethnique et sociale où un développement économique généralisé s'accompagna d'un bouillonnement des arts et des lettres. Cordoue en devint la capitale et même le siège d'un califat, cité symbole d'un Al-Andalus âge d'or de civilisation. Pendant ces 3 siècles sous domination omeyyade, les conflits internes pour l'accession au pouvoir mettent en jeu des ethnies et familles dirigeantes musulmanes. En Andalousie comme dans d'autres régions, les conflits avec les autochtones se font rares, une attitude tolérante perdure. Les conditions sociales restent égales à elles-mêmes, ou parfois on note une amélioration assimilable à une relative mobilité sociale, regardée avec bienveillance par le pouvoir en place. À la fin du Xe siècle, l'islam andalou rayonne au moment où l'empire carolingien n'est plus qu'un rêve d'unité, et les Byzantins initient une reconstruction, un au-delà de leur iconoclasme. Le règne d'Al-Hakam II, 961-976, continue de luire à travers les couloirs du temps. Dans cette paix andalouse pluriséculaire, les dépôts culturels des périodes précédentes ont continué d'imprégner les artistes et les lettrés, qui eux-mêmes n'ont eu de cesse de collecter et de rapprocher des connaissances et des savoirs d'horizons ethniques et intellectuels des plus variés. Le creuset est également linguistique puisque chacun continue de pratiquer sa langue. Encore aujourd'hui, certaines expressions granaïna, de Grenade, sont clairement héritées de l'arabe. Des chrétiens vont s'arabiser peu à peu, langue, vêtements, noms, etc., pour constituer les mots arabes. Les Juifs, après avoir connu les persécutions des Wisigoths, connaissent une période faste. Une immigration se met en place afin de rejoindre cette terre d'accueil inespérée. Des membres de cette communauté prospèrent. Les doctes juifs sont connus pour leur active participation au partage des connaissances, allant de l'artisanat aux sciences médicales. Le raffinement et l'éclat des productions andalouses touchent tous les domaines. Littérature, sciences, musique, arts plastiques, architecture. La rencontre continue d'être opérative avec une perpétuelle création de formes et d'idées nouvelles. Habituellement, un âge d'or est du domaine du mythe, cependant, à l'instar de Abdelwahab Medeb, et en prenant toutes les précautions intellectuelles nécessaires pour ne pas sombrer dans l'idéalisation béate et anachronique,
quelque chose s'est passé. Une formule exemplaire s'est fait jour pour créer du nouveau avec des richesses hétéroclites, sans distinction d'ethnie ni de confession. C'est l'éloignement d'un âge d'or et guerre sanctifiée, 1031 APR. JC-1492 APR. JC. Les royaumes chrétiens du Nord et les musulmans du Sud n'ont pas toujours été en opposition. Ils entretenaient des relations diplomatiques plutôt pacifiques. Les tensions furent souvent intestines entre les défenseurs de la même foi. Le XIIe siècle voit ressurgir le spectre des guerres saintes, mélangé à des préoccupations plus terrestres, celles de l'expansionnisme économique et un bien peu respectable pillage des possessions d'autrui. Deux tendances armées se forment et s'affrontent. Les croisés français avec leur haine religieuse couplée à leur soif de richesse, contre les Almoravides et les Almohades qui viennent au secours des musulmans, ces derniers prêchant une intolérance inédite sur le sol hispanique de la part d'une autorité musulmane. Les conflits religieux se développent, entraînant leur lot de confusion et d'exactions. Les injustices se multiplient, notamment à l'encontre des minorités religieuses. L'ancienne Andalousie, celle d'une quiétude partagée entre les communautés, s'émiette et des migrations se mettent en place vers le nord de l'Espagne puis le Languedoc. En 1266, les chrétiens ont majoritairement reconquis le territoire espagnol, à l'exception de l'émirat de Grenade, dernier bastion d'Al-Andalus pendant encore quelques 2 siècles. La poésie et la musique qui continuent de s'y développer sont dès lors stigmatisées comme des frivolités. Les vainqueurs catholiques accordent dans un premier temps aux habitants des différentes communautés le droit de garder leurs biens, leurs lois et leur religion, et seul un impôt spécial est mis en place à l'attention des vaincus. Ces engagements ne seront que rarement respectés. Les villes sous le joug direct des autorités collectionnent les contournements injustifiés et les abus de pouvoir. Les plus riches quittent cette Espagne devenue autre. Les XIVe et XVe siècles sont marqués par des famines et des pestes qui déciment. Les temps sont durs pour les populations de la péninsule ibérique d'un point de vue économique, malgré l'essor du textile et de la métallurgie. L'âpreté de la vie et les traumatismes de la misère contribuent à l'accroissement des tensions sociales interethniques et interconfessionnelles. Les Juifs qui ont alors la chance de prospérer, comme à l'accoutumée, deviennent des boucs émissaires privilégiés. De nouvelles vagues antisémites servent d'exutoire aux frustrations et aux malheurs qui jalonnent une période difficile. Les Mudéjares, ces musulmans restés en Espagne, sont soumis aux mêmes lois restrictives, mais le fait que ces populations soient très modestes n'attise pas la même jalousie empreinte de convoitise, ni des violences comparables à celles perpétrées contre les Israélites. Ces derniers se réfugient à Grenade sous le regard bienveillant des princes de l'Alhambra. Ces mêmes temps correspondent à une période de prospérité économique et culturelle pour l'émirat de Grenade. Un tribut est versé aux régnants de Castille par les Nasrides. Une protection en est la contrepartie. Il ne s'agit que de trêves entre 2 batailles, mais leur durée permet à la vie de s'épancher selon des dispositions politiques à long terme. Les querelles internes aux Nasrides pour l'incontournable héritage du pouvoir n'entravent pas l'essor commercial et la pratique continuée du mécénat. Les cultures agricoles sont fortement privilégiées, et ce en raison de la nécessité de nourrir une population croissante, les immigrations juives et musulmanes s'intensifiant. En 1492, après 2 années de siège, Granada tombe, dernière place forte d'une lumière partagée. Les mentalités espagnoles, notamment andalouses, n'en resteront pas moins marquées profondément. Ne nous y trompons pas, malgré les réécritures de l'histoire, Al-Andalus est une réalité sociale et intellectuelle qui s'implanta et s'épanouit pendant 8 siècles. Les dépôts en termes ethnologiques et sociologiques sont persistants par nature, la permanence des héritages continue de s'offrir aux yeux de tous. Les imprégnations sont architecturales, littéraires, musicales, et peut-être plus profondément, une dynamique perdure, celle du creuset qui reçoit différents modes d'existence, et où chacun se transforme au contact de l'autre en conservant ses traits saillants, ceux qui s'épiphanisent dans les structures et les expressions multiples d'une société. 2. Migration gitane et jalon d'une histoire du flamenco. À l'arrivée des Calais ou Ériptanos 15e-17e siècle. À partir du XVe siècle arrive une nouvelle population, porteuse d'une autre culture, les Calais ou Gitans. Étant donné la nature des sources, textuelles et musicales essentiellement,
la triple investigation historique, linguistique et musicologique de Bernard Leblond apparaît comme la plus précise, la plus étayée sur la période qualifiée de pré-flamenca. Son travail minutieux, à caractère universitaire, permet de comprendre l'état de la recherche et de s'écarter de nombreux débats stériles. Les travaux de Leblond en font un des plus grands spécialistes mondiaux sur la présence gitane en Espagne. Les ancêtres des actuels gitans sont partis des générations plutôt du nord de l'Inde, des actuelles régions du Pendjab et du Rajasthan. Il est possible de retracer les itinéraires de ce voyage. L'Iran où les migrants entrent en contact avec la musique persane. Puis séparation en deux directions, les Balkans pour ceux que l'on nomme les Romani et la Syrie pour les autres. Ces derniers continuent par la Grèce, en particulier dans une région appelée Petite Égypte, d'où la désignation d'Éryptanos qui deviendra Gyptanos puis finalement Gitanos. Pendant fort longtemps, nombre d'auteurs ont avancé l'hypothèse que la migration vers l'Andalousie s'était faite par le sud du pourtour méditerranéen, et en particulier le nord de l'Afrique. Représentant de cette perspective migratoire, Leblond abandonne cette idée, car elle ne trouve pas d'appui dans les diverses sources historiques et n'est pas non plus corroborée par les analyses linguistiques, bien au contraire. Ceux qui seront désignés par le terme de gitanos, les gitans, passèrent par le sud de la France puis par les Pyrénées en 1425, des sources pontificales l'attestent notamment. Leur arrivée est répertoriée à Barcelone en 1447, depuis la France, et à Raën et Grenade en 1462. Il est question dans les sources à disposition d'un groupe constitué d'une centaine de personnes. D'autres groupes suivirent, et la grande majorité d'entre eux s'établirent en Andalousie pour s'y sédentariser. Dans un premier temps ils furent bien accueillis, mais bientôt des mouvements anti-gitans virent le jour, cultures différentes, couleurs de peau mate, mode de vie reposant sur l'itinérance, etc. L'interprétation propre à ces nouveaux arrivants de la religion chrétienne, matinée de voyance et de superstition flirtant avec des pratiques magiques, a contribué à une perception et donc à une considération négative des gitans par les autorités. Dans la société andalouse, les gitans ont en quelque sorte remplacé les morts. Grenade tombe en 1492 et ceux-ci sont définitivement chassés en 1609, en termes d'exclusion sociale et d'attribution du rôle de bouc émissaire. Ils s'occupent du bétail. On rencontre ainsi des éleveurs, des négociants et des bouchers. Le divertissement est également une des activités de cette nouvelle population. Dès leur arrivée, les gitanos sont identifiés par leurs chants et leurs danses qui ravissent autant le peuple que la noblesse autochtone. Cette fonction spectaculaire s'installe dans la société andalouse. Des troupes se constituent et gagnent leur vie à travers cette activité dansante et chantante. Ces formations le plus souvent familiales sont engagées et se produisent au cours de fêtes profanes, mais également religieuses. On assiste à une appropriation des danses andalouses et maures pratiquées à cette même époque, en vogue dans les cours des nobles en particulier, que les gitans interprètent fidèlement afin de répondre aux attentes de leurs commanditaires. Ils se distinguent cependant par une certaine manière de faire. De la même façon que les Romani dans les Balkans revisitent le répertoire local, la matière folklorique andalouse est remaniée sans galvaudage. Les belles de Kandil notamment, ces danses traditionnelles festives dansées en couple, seguidilla, fandango, etc. Les accompagnements principaux sont des percussions telles que des tambourins, des cadres à cymbales, des grelots. Le chant andalou présente une diversité mélodique qui évoque le voyage, une expressivité et une émotion déjà familières pour ces artistes itinérants. Les mélismes sont déjà présents, ils ne constituent donc pas un apport oriental de la part des gitans, mais ils sont un élément facilement assimilable pour ces interprètes. Malgré les différentes lois promulguées contre les gitans durant les premières décennies, on assiste bel et bien à une installation durable des Calais devenus gitans. Outre les groupes de danseurs et musiciens, la population gitane commence à intégrer d'autres corps de métier comme la forge. Des nomades devenus sédentaires, du moins jusqu'à la période franquiste lors de laquelle de nouveaux mouvements de population vont avoir lieu, principalement vers la France et l'Italie. Quelques 5 siècles pendant lesquels l'Andalousie continue d'être un lieu de métissage, où l'épanouissement d'une culture proprement gitane est possible. Mais il s'agit bien d'une population devenant creuset à l'intérieur d'un creuset. Expansion et filiation. En 1492, l'Andalousie est une porte des Amériques.
Au moment où le palais des Nasrides devient une chose catholique, Christophe Colomb, attaché à la couronne d'Espagne, fait son incontournable découverte. La Reconquista laisse la place à une nouvelle conquête, colonisation et transmission imposée de la parole sainte. Cette mission civilisatrice est à l'initiative du pouvoir castillan, et la mise en branle de ce dispositif d'expansion aura de grandes répercussions en Andalousie. L'ouverture sur la mer est devenue un impératif. Toutes les expéditions entre 1492 et 1503 sont en partance du triangle Huelva-Cadiz-Sévilla. L'Andalousie est dès le début de ce XVe siècle liée au Nouveau Monde. La toponymie permet de pointer les multiples appellations qui font directement référence à des villes andalouses, San Ambrosio de Linares, Nueva Jaén, et la liste est longue. Des Andalous partent découvrir et peupler ces nouvelles terres. L'univers culturel dont ils sont originaires est également un membre de l'équipage. Les chants andalous et certaines des danses alors pratiquées s'installent dans ces nouveaux paysages et partent à la rencontre, vers de nouveaux mélanges. Cette colonisation offrira en retour une nourriture sud-américaine à l'élaboration du flamenco. Parallèlement, l'Andalousie, et en particulier la ville de Séville, est un centre majeur du commerce mondial que constitue la traite des esclaves d'origine africaine. Nombre de documents d'archives attestent que dès le XVe siècle, des Noirs étaient amenés à danser dans des soirées. Les esclaves véhiculent à leur tour la culture dont ils sont les dépositaires. Les rencontres performatives furent ainsi inévitables, et les métissages au vu et sus de tous. Nous verrons plus loin avec plus de précision, lorsqu'il sera question des éléments historiques constitutifs de la danse flamenca, que ces phénomènes d'exportation et de confrontation à des formes culturelles importées, même si elles remontent à des siècles, eurent toute leur importance. Les résonances à l'intérieur du flamenco sont bien plus proches et directes que beaucoup l'ont pensé. On assiste à une sédentarisation créative, une élaboration complexe faite de convergences qui explique la construction historique du flamenco comme une réélaboration de substrats culturels. B. Première trace et émergence 17e-1847. Penser que le flamenco surgit au milieu du XIXe siècle est une méprise, voire une gageure. On se doit de considérer, au regard des sources répertoriées, une longue étape embryonnaire. L'étude des coplas flamencas, les paroles qui composent les chants, montre que certaines sont empruntées au folklore andalou et même plus largement espagnol. Nous sommes pourtant en présence de musiques bien différentes. De la même façon, on débat et parfois on glose sur l'origine gitane du flamenco d'un point de vue musicologique. Quel chemin suivre ? Quelles méthodes sont les plus propices ? Les gitans arrivés au XVe siècle, donc, sont pour partie musiciens et danseurs. Ils transforment le folklore local en lui donnant une tonalité exotique. Ce sont des styles andalous et espagnols en vogue qui sont interprétés, réinterprétés. Les danses qui ont coutume d'être alors pratiquées majoritairement sont des danses de couple. Le répertoire est folklorique. On trouve mention de l'utilisation de flûte, de luth et de violon, mais la prédominance revient aux instruments percussifs affectionnés par les musiciens et les danseurs, cadres à cymbales, tambourins, palillos ou castañuelas, castagnettes, etc. Ces diverses interprétations peuvent être considérées comme l'œuvre de professionnels. Cependant, la question reste posée. Les gitans avaient-ils une musique propre, un héritage de leur région d'origine conservé malgré une migration pluriséculaire ? Rien ne permet de l'affirmer. Peut-être, mais même si tel était le cas, cette musique a été jouée à titre privé dans le cercle restreint de la famille et de la communauté. Au-delà de cette hypothèse, il ne subsiste rien d'un tel répertoire. Dans les sources à la disposition des historiens, il n'est jamais question de flamenco. Il est simplement fait mention de bandes de gitans raza gitana, dès les XVIe et XVIIe siècles. C'est en 1789 qu'il est pour la première fois fait mention dans une source scripturaire, El Correo de Madrid, des flamencos qui se distinguent par leur fiesta et leur remarquable pratique du cant. Cette date borne donc le commencement d'une histoire du flamenco. Une source qui fonde et définit dans le même temps une période pré-flamenco ou pré-flamenca, c'est-à-dire tout ce qui précède 1789. Au cours du XVIIIe siècle, les lois contre les gitans se font plus sévères, les chants moins joyeux. Ces dispositions juridiques restrictives à l'encontre des gitanos émanent du Conseil de Castille. Dans un second temps, elles sont discutées par les autorités andalouses,
ce qui permet de pondérer des points de vue d'une lointaine autorité. Citons Leblond sur ce point. La population andalouse ne semblait pas manifester à leur égard les mêmes préjugés que les habitants d'autres régions d'Espagne. Une longue tradition d'hospitalité, le sens de la fête, sans oublier le besoin d'artisans et de commerçants spécialisés, tout cela a dû faciliter l'installation des gitans dans plusieurs régions d'Andalousie, au point de constituer une concentration exceptionnelle. Parmi ces lois portant atteinte directement au mode de vie, l'interdiction de se déplacer et l'obligation de pratiquer le travail de la terre sont les plus répressives. La structure sociale et culturelle d'une communauté est attaquée de front. Néanmoins, faisant fi d'une application à la lettre des règlements promulgués, les populations locales protègent ceux qu'elles considèrent comme des habitants à part entière avec effectivement leur spécificité identitaire. Les gitans continuent de forger, de vendre, de chanter et de danser, et sont alors complètement sédentarisés dans cette région où les conditions de vie permettent un attachement à la terre. Cet établissement et cette concentration sont à l'origine de tout. Le phénomène flamenco n'aurait jamais vu le jour si les gitans qui se sont installés là depuis 3 ou 4 siècles, voire davantage, ne s'étaient pas sentis andalous au point d'assimiler les traditions musicales locales et d'en faire le symbole de leur identité. Forme primitive. Au cours de la première moitié du XIXe siècle émerge réellement le chant et la danse qui permettent de définir, après un pré-flamenco défini par la date de 1789 mentionnée plus haut, une période de transition menant à une maturité artistique et technique suffisante pour qu'il soit maintenant question de flamenco, selon des caractéristiques définissant une acception toujours embrassée de nos jours. Cette éclosion se manifeste dans des lieux de spectacle où sont admis les gitans. Les villes de Basse-Andalousie sont les épicentres de cette invention artistique. Jerez de la Frontera, Sevilla et Cadix. Chacune de ces villes revendique le fait d'être le berceau du flamenco, et pourtant les évolutions s'inscrivent dans un temps long. Il n'existe pas de point de départ originel absolu. Le moment pluriel décisif eut lieu sur un autre plan. Le cante des gitans rencontre la guitare classique espagnole. Dès lors et en ces lieux, deux formes coexistent. D'une part, ce que l'on désigne par ce terme de pré-flamenco, les formes issues du folklore, dont elles portent une empreinte dénotant une influence majeure, une extrême proximité. L'accompagnement est assuré par des violons, des bandolines et des panderetas. Les scènes et les fêtes de diverses natures sont investies à l'instar des siècles précédents, viennent s'y ajouter los bailes de negros enrichis de musique sud-américaine. Les chants les plus écoutés au XVIe et XVIIe siècle sont les villancicos, coplas, seguidilla, zarabanda, romances, boléros, fandango. D'autre part, on assiste à la naissance d'un chant a cappella, sans instrument, que l'on nomme en espagnol a palo seco, au timbre rauque et dominé par la tristesse et la verticalité. Ces chants sont portés par un rythme ou non, le chanteur improvise une mélodie indépendante. Les premiers chants de ce type sont appelés tonas. Les strophes poétiques, les coplas, sont des improvisations, ou parfois des textes issus du folklore, ou un mélange des deux, et sont chantés selon un lyrisme de la douleur liée aux vicissitudes de l'amour ou aux aspects les plus tragiques d'une existence, tels les décès, les persécutions, la misère. Dans son ouvrage Histoire du flamenco, Éloge de l'éclair, Bretéché relate une anecdote plus ou moins légendaire touchant à la personne de Tío Luisel de la Juliana, aguador d'un quartier de Jerez où est évoquée la qualité de son chant, la justesse du choix des mots et leur mise en forme. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Ce chanteur est une des premières figures historiques du chant flamenco, son interprétation est dans la mémoire collective synonyme de profondeur. Un personnage devenu mythique, à qui l'on fait dire beaucoup de choses, et d'autant plus étant donné l'absence de documents pouvant être dûment exploités. Le commentaire de Bretéché s'attache à raison au texte, simple et neutre, du moins lors d'une écoute légère. 3 notables sont dans une taverne et interpellent avec condescendance et une indéniable agressivité notre chanteur. Il doit chanter, puisqu'il sait si bien le faire, n'est-il point connu pour cela, etc. Le cantaor s'exécute en tentant de désamorcer une situation teintée de provocation. Une copla édifiante est improvisée par Tío Luisel de la Juliana. Yo soy como el buen viero. Que está puesto en el camino. Yo no me meto con aide. Y nadie se meta conmigo. Je suis comme le bon vieux.
Qui se promène sur le chemin. Je ne cherche d'histoire à personne. Et personne ne me cherche d'histoire. La pratique du chant nourrie d'une profonde intention dit les sentiments de l'homme. La voix porte les mots à leur plus haute station. Le canjondo est là, le chant profond. Il ne peut se comprendre qu'en se rappelant les lois que subissent les minorités en Espagne, les gitans n'étant pas les seuls à souffrir de l'exclusion, de la précarité et parfois d'un véritable mépris. Citons Bretéché, qui s'est basé sur un ouvrage fondamental pour la connaissance du flamenco au début du XIXe siècle, Escenas Andaluza, 1847, de Serafín Esteban Calderón El Solitario, 1799 à 1867. Au moment où apparaît la figure légendaire de Tío Luis, celle de la Juliana, le chant flamenco commence à se structurer. Les premiers styles qui apparaissent publiquement sont naturellement dénués de tout artifice. Ils sont âpres, tragiques, pathétiques, comme l'existence de ceux qui les interprètent. Une authenticité qui impressionne les premiers témoins, qui nous ont transmis leurs commentaires écrits. Mais ce chant est encore intime, peu partagé, réservé au cercle familial. Un courant de recherche situe la création de différents palos, styles musicaux chorégraphiques, au cours de cette période, mais cela reste difficile à confirmer. C. Les cafés cantantes 1847 à un remoitié du XXe siècle. En 1847, à Sevilla, ouvre le premier café cantante dont la formule connut un succès considérable. Il inaugure une longue liste de lieux se réclamant d'une montée sur les planches du flamenco. Nous sommes en présence de l'aïeul du tablao tel que nous pouvons le rencontrer aujourd'hui, un café-concert à la française où se produisent des artistes inspirés jusqu'à l'imitation du café-concert parisien. On dit souvent que cette émergence est décisive dans la mesure où le flamenco s'expose en sortant clairement du cercle de la famille. L'intimité s'éclaire pour devenir spectacle. On a vu précédemment que les troupes gitanes, du temps où elles ne pratiquaient pas encore le flamenco proprement dit, avaient une activité de scène, même si les conditions restaient minimalistes. La naissance des cafés cantantes est à considérer comme un moment de convergence d'une histoire culturelle du flamenco. Le visage d'une pratique artistique évolue, prend un tournant décisif vers une nouvelle phase de professionnalisation commune aux arts de scène. Unité de lieu de représentation, rémunération et organisation par le directeur du lieu. La réputation de ces nouveaux lieux, où il est offert à des flamencos de pouvoir donner une représentation, n'est pas toujours des meilleures. L'éclosion des cafés cantantes et leur développement constituent une période manichéenne dans sa considération. Noire ou blanche, un âge d'or ou le début d'une perte d'authenticité. Un âge d'or. Le cant spécifiquement flamenco se définit en prenant sa forme singulière, il s'étend à de nouveaux palos, styles musicaux chorégraphiques, tout en enrichissant de savantes élaborations les plus anciens. La guitare devient l'instrument par excellence. On assiste au mariage pour l'éternité entre la guitare espagnole classique et la voix humaine du chant flamenco. Le bel, cette danse flamenca, développe ses caractéristiques plastiques et percussives différenciées à l'intérieur des palos. Une perte d'authenticité, cant por otros, c'est-à-dire le chant qui accompagne la danse, lui cède la place. Il est question pour certains de la danse qui pervertit le chant, la mercantilisation du flamenco qui tuerait sa créativité intrinsèque, son âpreté originelle, domptant le cri pour le rendre acceptable. Nombre de cafés cantantes se sont aussi avérés être des cabarets sordides. Quelles que soient les considérations, bien trop souvent caricaturales, avec l'apparition des cafés cantantes, les recherches sont facilitées par le caractère pléthorique des sources, iconographie, journaux, archives administratives, et l'abondance s'offre aux investigations de tous bords. Concentrons-nous sur les apports majeurs. Ces lieux de spectacle attestent en cette seconde moitié du XIXe siècle de la structuration du trio traditionnel, composé du chant, de la guitare et de la danse. Le spectacle Tresse, 2011, de Belén Maya est une mise en scène en forme d'hommage à cette formation primordiale dont les possibilités intrinsèques semblent être toujours sans limite. Nous voyons la tona et des formes folkloriques, telles le zorongo, la rondenia, el vito ou el olé, qui laissent la place à des palos, styles musicaux chorégraphiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.